Bonjour. Bonjour. Bonjour, je me présente, Paul. Je voudrais vous remercier pour l'initiative ainsi que les intervenants de ce matin. Et j'avais j'avais deux questions principalement. La première question, c'est que concernant l'un des arguments qui revient souvent pour rester dans la France, il s'agit des transferts financiers de la France. Mais pensez-vous que la France va pouvoir continuer à faire les mêmes transferts dans un contexte de crise mondiale? Enfin, il y a des intervenants qui ont parlé de la souveraineté économique, comme quoi il était important, mais d'autres intervenants n'ont pas évoqué l'intérêt que le pays ne se repose pas totalement sur les transferts financiers de la France quand on sait le contexte de crise actuel. La seconde question est une remarque également. On parle de foncier et de nickel qui ont toujours fait l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et la remarque était juste sur la jeunesse. On a l'une des populations les plus jeunes, les mieux formées du Pacifique. Et je pense que la jeunesse a autant de valeur que le nickel ainsi que le foncier. La troisième remarque, c'était que la plupart des intervenants étaient d'accord sur les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Pensez-vous que pour une population de 270 000 habitants, il est possible de maintenir autant d'institutions quand on sait le coût de fonctionnement que cela représente? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Merci. Donc, j'invite aussi messieurs Urvoas et Bussereau s'ils veulent prendre place à la chaire parce qu'ils sont intervenus ce matin. Donc, les questions s'adressent aux intervenants. Allez-y. Oui, sur la première question concernant les transferts financiers, c'est un sujet, moi, qui, entre autres, m'intéresse beaucoup. J'avais demandé, lorsque j'étais président du Congrès, donc, de faire une analyse et de concentrer toutes les aides et contributions de l'État pour connaître exactement quel était le montant. Et le montant donc, a été évalué pour l'année 2013 à 168 milliards. L'impôt sur le revenu des Calédoniens, c'est moins de 20 milliards. Donc, pour voir ce qu'il faudrait faire pour compenser. Alors, est-ce que ce sera toujours maintenu? Ce qui est clair, c'est qu'au lendemain d'une indépendance, croire que l'État, je l'ai eu, enfin moi c'est des retours qu'on a eu de l'Élysée, mais de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, croire que l'État continuera à à payer 168 milliards pour une collectivité qui est une collectivité devenue étrangère, c'est un leurre, c'est mentir aux Calédoniens. L'aide de l'État au Vanuatu était de 4 millions d'euros en 2010. Elle est aujourd'hui d'à peu près 400 ou 500 000 euros. Pourquoi? Parce que quand il y a eu des coupes sombres à réaliser, c'est plus facile de le faire quand dans un État étranger. Donc il y a autant d'habitants, un peu plus au Vanuatu, et on voit bien qu'ils ont à peu près 40 millions pacifiques. Nous avons 168 milliards. Pourquoi? Parce qu'eux sont étrangers et nous sommes français. Donc tant que nous resterons dans la République française, je ne dis pas que ça sera facile. Mais en tout cas, c'est clair que l'université, aujourd'hui, est intégralement payée par le ministère des Universités en métropole. Que nous-mêmes, au Congrès, on ne voit rien là-dessus. Et qu'il faudra, parce que nous sommes français, continuer à avoir une université. Pareil pour les collèges du public, pareil pour les lycées du public, pareil pour les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées de l'enseignement privé qui sont intégralement prises en charge, bâtiments, personnel administratif, personnel éducatif, directement par la rue de Grenelle. Au Congrès, on ne voit rien passer. Et c'est 50 milliards. Ça devra continuer. Ça ne pourra pas faire en sorte que ça ne continue pas, parce que ce sont des Français et qu'il faut que la France, que l'État continue à assurer un enseignement gratuit. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de craintes. Après, sur la négociation avec des contrats de développement, des choses comme ça, oui, ça va être de plus en plus dur. Mais sur ça, sur le socle, ça sera toujours assuré tant que nous sommes Français. Le jour où nous sommes indépendants, ça ne va pas être supprimé du jour au lendemain, mais en l'espace d'une décennie ou de quelques années, c'est ma conviction, et c'est ce que j'entends, eh bien, ça aura quasiment disparu. Et donc, il faudra compenser. Je ne sais pas comment. Hein. Moi, je suis incapable de dire comment. Si je peux me permettre sur la troisième question. Oui, allez-y. Votre deuxième question n'était pas une question, c'était une remarque sur la jeunesse et sa valeur. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. C'est effectivement un gros chantier. Ça a été lancé maintenant dans les assises de l'outre-mer qui, en Nouvelle-Calédonie, vont être également axées sur la jeunesse. Donc effectivement, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Donc ce n'était pas vraiment une question, c'était une remarque.
Votre troisième question était sur la capacité qu'on avait à maintenir les institutions et la multiplicité finalement des institutions telles qu'on les a aujourd'hui. J'ai répondu en partie dans mon intervention en indiquant qu'on a aujourd'hui 20 ans de recul sur ces institutions et qu'on voit bien qu'il y a des choses effectivement qui ne fonctionnent pas. On a une répartition des compétences notamment qui génère des lourdeurs administratives, financières, humaines et qu'il va falloir qu'on revoie, à mon sens. J'ai pris quelques exemples, mais par exemple, l'environnement, on a aujourd'hui 3 codes de l'environnement, un par province. Est-ce que ça a du sens ? La politique touristique, aujourd'hui, c'est une compétence provinciale. On n'a finalement, du coup, pas ou peu de visibilité sur la politique touristique à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. L'enseignement, c'est une compétence qui est partagée entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, et parfois, il y a des tiraillements entre les collectivités et des lourdeurs financières qui sont accumulées. Donc, ma conviction, c'est que les institutions peuvent être gardées parce que ça fait partie également d'un équilibre politique, mais qu'il faudra, à l'intérieur de ces institutions, revoir les choses de manière à simplifier et à éliminer ces lourdeurs financières et administratives. Ok, merci pour les réponses. Est-ce que messieurs Frogier ou Gomes veulent rajouter un commentaire ou une réponse? Non? Merci. On va prendre une autre question dans la salle. On a des questions sur Internet aussi. Qui c'est qui prend la prochaine question? Allez-y, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Maï Miranda, je suis juste étudiante. Pourquoi Alors, juste? C'est déjà bien. C'est déjà bien, hein? Contrairement à l'intervenant tout à l'heure qui était docteur, voilà. Il n'y a pas de problème. On est à l'université ici, on se pose les questions. Allez-y, donc posez voilà, votre question. On parle souvent du corps électoral, de la question référendaire, des projets de société pour le futur, mais j'ai vraiment l'impression qu'il existe un espèce de sujet tabou, un sujet très épineux. Et comme M. Urvoas l'avait très bien discerné, nous, les Calédoniens, et là je parle vraiment des Calédoniens de cœur, en incluant aussi les Calédoniens qui sont exclus des corps électoraux, nous vivons actuellement une situation d'incertitude vis-à-vis de ce référendum, une incertitude et une inquiétude qui nous tétanisent, qui nous empêchent d'avancer beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait et qui nous empoisonnent quelque part au quotidien petit à petit. Et si je ne me trompe pas, car je n'ai pas eu la chance de venir hier à la première journée du colloque, si la réponse au premier référendum d'autodétermination est négative et si le processus prévu par l'accord de Nouméa pour organiser les différentes consultations se réalise, cela prolongera de facto cette peur sur une période de plusieurs années, sans oublier les impacts économiques considérables qu'engendrerait une telle situation. Alors, comme beaucoup de personnes le décrivent, certains politiciens utilisent des discours extrêmes, voire extrémistes. Alors comment nous, les Calédoniens, on peut faire face à cette question importante, à ce tournant historique, en ayant toujours cette peur à l'esprit? On l'a bien vu dans notre histoire, on a eu un exemple extraordinaire de violence avec du sang, du feu, des larmes. Alors voilà, mon interrogation ne s'adresse pas vraiment aux intervenants de la journée, il s'adresse plutôt à l'autorité représentant de l'État sur notre caillou, Monsieur le Haut-Commissaire Lataste. Est-ce que juridiquement, il est possible de garantir un climat apaisé? Est-ce que l'État, qui est la troisième partie des accords, a pris ou va prendre des dispositions pour essayer de nous rassurer durant toutes ces années? Merci. Donc une question sur la sécurité, c'est ça? Est-ce que le haut-commissaire est toujours dans la salle et veut peut-être prendre la parole, ou peut-être les parlementaires, je ne sais pas. Une personne pour répondre à la question, peut-être? Bon, on ne peut pas répondre à la place de l'État, malheureusement, mais merci d'avoir posé votre question. Le haut-commissaire était là, mais apparemment, il a dû s'absenter. Alors, on continue de faire tourner le micro à ce moment-là. Oui, bonjour. Alors, qui parle, pardon? Oui, allez-y. Bonjour, Jean-Paul Caillard. Je suis médecin et descendant de colons, donc colon moi-même. Et j'ai une particularité, c'est que je suis indépendantiste.
Alors je représente pas, mais disons qu'il y a une petite proportion de la population qui est d'accord avec moi, qui a les mêmes idées, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est évident, parce que il y a deux raisons à cela. D'abord, c'est que c'est mal vu dans son entourage, hein, et pour trouver du travail, etc. La deuxième raison, c'est que on pourrait faire un parti, par exemple, il pourrait y avoir un parti. Mais les indépendantistes kanaks n'aimeraient pas tellement, vous voyez, parce que c'est à nous, c'est pas à nous, descendants de colons, à être le moteur de l'indépendance. Le moteur de l'indépendance, ça doit rester les Kanaks, le peuple premier. Nous, on peut, parce que c'est un idéal de colon, c'est d'arriver à une colonisation réussie, c'est-à-dire une décolonisation qui se passe bien. Je crois que les vieux colons sont tous d'accord là-dessus. Peut-être pas les jeunes qui sont de ces dernières années, mais les vieux colons, moi j'avais un ancêtre qui était là en 1853, et quand je parle avec tous les vieux colons, eux, ils souhaitent une chose, c'est que la Calédonie aille jusqu'au bout de la décolonisation, mais qu'elle n'y aille pas trop vite, et qu'il faut que cette souveraineté soit préparée, non seulement partagée, mais aussi préparée. Donc, il est évident que ceux qui freinent, ceux qui ne sont pas d'accord, freinent au maximum l'évolution. C'est l'État qui est obligé. C'est quand même une spécificité de la Calédonie dans tout l'empire colonial français. C'est le seul endroit où c'est l'État qui incite à la décolonisation. Hein, alors que partout ailleurs, il y a eu des guerres et tout ça. Et ce sont les colons qui freinent des cas de ferme. Alors je leur pose la question, puisque leurs représentants sont devant moi, pour une fois. Encore que certains, comme Miguel, viennent de répondre à la place de l'État. Enfin, ça m'étonne un peu, mais enfin, c'est comme ça. On pose une question à l'État et c'est Galliano qui répond. Moi, je bon, mais là, je pose une question à l'ensemble. Pourquoi, au lieu de préparer la continuité de la colonisation, même si c'est dans les confins de l'autonomie, même si c'est en investissant les compétences régaliennes, donc pourquoi ne pas préparer la souveraineté, tout simplement, hein, de la préparer par une conférence océanienne, comme a demandé un intervenant, là, je crois que c'est Pierre Frogier. Comme aussi Philippe Gomez, il a développé tout ce qui pourrait être fait, depuis une banque centrale jusqu'à partager les compétences régaliennes davantage. Donc on peut préparer la souveraineté, tous ensemble. Donc quelle est votre question, monsieur? Ma question, c'est celle-là. Pourquoi ne la prépare-t-il pas? Voilà la question. Pourquoi ne prépare-t-il pas l'accession à la pleine souveraineté ensemble, hein, de manière à ce que ne pas préparer seulement, comme il a été dit, le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire parce que tout le monde aura voté contre, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une majorité pour? Ben, c'est ça qu'il faut envisager. Et j'espère que cette majorité pour, elle sera largement majoritaire. Parce que c'est le seul moyen d'avoir, pour répondre à la demoiselle d'en haut, un avenir paisible dans les années qui viennent, c'est de savoir où on va. Donc de décider qu'on prépare la souveraineté ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on serait souverain le lendemain, hein, ça dépend de la question posée, mais c'est une question d'entente. Comment ça a été dit avant, du temps de Lafleur, la consensus. Voilà, il faut un consensus océanien. D'accord, on va les laisser peut-être répondre. Voilà, on va peut-être les laisser répondre. Et alors, deuxième question, annexe et rapide. Ah, déjà que la première, c'est long. Non, mais la deuxième, elle est déduite. Est-ce que s'il n'y avait pas de Kanaks dans le pays, si le pays avait été vierge comme la Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on ne serait pas déjà indépendant depuis longtemps? Voilà. Ben, c'est peut-être un sujet de thèse. Hein. C'est peut-être un sujet de thèse. Alors, on va laisser répondre. Les Maoris, il n'était pas là. Moi, je vais prendre la première. Je laisse la deuxième à Yano. Ah. Chacun selon ses compétences dans la plateforme. Hein. Enfin, des compétences qu'il pense avoir, bien sûr. Ouais. Surtout toi. Non, je plaisante. Hein, Parce qu'on ne connaît pas notre humour. Ouais. Pour la première question, c'est super bien de dire ça comme ça. Pardon, c'est super bien de dire ça comme ça et je te remercie de le faire. Pourquoi on ne se met pas autour de la table pour dire bon, on va devenir souverain
et puis on se met d'accord sur les formes de cette souveraineté. Et on construit ensemble un État indépendant. Pourquoi ? Parce que le rapport à la souveraineté dans notre pays, des Calédoniens, est un rapport fondamentalement différent. Les indépendantistes, aujourd'hui, considèrent qu'ils subissent la souveraineté française sur la terre du pays. Quant aux non-indépendantistes, majoritairement, ils considèrent que cette souveraineté française les protège. Et on est dans ce rapport qui est structurellement différent. Ce rapport, ce n'est pas nous qui le construisons. Ce rapport, il est le résultat de ces 35 dernières années de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas progressé sur le chemin, je dirais, d'un certain nationalisme calédonien, d'une affirmation identitaire plus forte, d'une capacité à nous gouverner nous-mêmes. Pour autant, le rapport définitif ultime à la souveraineté ultime, parce qu'on se gouverne nous-mêmes, la souveraineté interne, on l'exerce déjà en totalité. La question, elle se pose sur la souveraineté externe. Ben pour autant, on n'est pas apte à franchir ce pas. Et je dirais même mieux, ce pas ne peut être franchi que dans le cadre de l'esprit qui a été celui de Jean-Marie Tjibaou. Autrement, il n'a pas de sens, ce pas. Ça ne peut pas être 52% de la population qui sont pour l'indépendance et 48% qui sont contre. Ça n'aurait strictement aucun sens, et ce serait probablement d'ailleurs un pas vers des difficultés en termes d'ordre public en interne. Le pas vers l'indépendance, tel que Jean-Marie Tjibaou l'a conçu, c'est un pas où on convainc les autres de venir avec nous. Et donc où 2 Calédoniens sur 3 partagent l'idée d'une souveraineté pleine et entière. On comprend bien aujourd'hui qu'on est très loin de cette perspective-là. Je rappelle d'ailleurs que dans un certain nombre de pays, je pense à Palau, pour accéder à l'indépendance, il était nécessaire d'avoir une majorité des 2/3 de la population. Ce qui me semble, dans le principe, une excellente chose, c'est-à-dire, bien sûr, ça ne peut pas être l'histoire d'une minorité contre une majorité ou vice-versa. Ça doit être la volonté de tout un peuple. Et aujourd'hui, force est de constater très largement que cette volonté est loin d'être au rendez-vous. Donc l'indépendance, si un jour cette Nouvelle-Calédonie que nous connaissons accède à cette souveraineté pleine et entière, elle aura eu du sens parce que tout un peuple aura voulu effectivement franchir cet ultime pas qui lui permettrait d'exister sur la scène internationale et de porter sa voix à l'ONU. On en est très, très, très loin aujourd'hui. Merci. Oui. Compléter la réponse de Philippe pour qu'elle soit totale. Allez-y avec des arguments bien étayés alors. Moi, on est dans un lieu universitaire où la parole donc, est libre et donc on va essayer de faire tomber la langue de bois qu'on peut avoir quelquefois. Libre mais argumenté. Hein. Oui, d'accord. Non, bien sûr. Mais... Parce que c'est pas toujours le cas. Ouais. Oui, je suis à bonne école. Hein. Non, mais je fais le rappel pour tout le monde. Que, quelquefois, c'est vrai que c'est des mots souveraineté qui sont importants. Ça me fatigue parce qu'on les met à toutes les sauces. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On va partager la souveraineté. Enfin, clairement, en 2017, en Nouvelle-Calédonie. De quoi voulons-nous décider de plus, de beaucoup plus qu'aujourd'hui ? Enfin, le président de la province des îles Oyauté, on peut prendre une province qui est quand même très largement indépendantiste. Il pourrait décider de quoi de plus dans Kanaki ? Sincèrement. Pardon ? Je ne sais pas de quoi il pourrait décider. Donc la souveraineté, elle est déjà largement établie et il y a eu des progrès qui sont énormes en 30 ans. Et même, je le disais tout à l'heure dans mon intervention, il y a des domaines qu'on a reçus, monsieur le garde des Sceaux peut-être qu'attentif à ces questions, le droit commercial et le droit civil, où on a reçu la compétence et on ne fait rien. Parce qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui, il faut le dire aux Calédoniens, et notamment même aux indépendantistes, on n'est pas en capacité aujourd'hui de s'approprier la totalité du code de commerce. Mais non, mais c'est plus compliqué que ça. Que le droit civil et le droit commercial. Enfin, mais nous, on ne le veut pas, mais même à la limite, il pourrait y avoir des propositions des indépendantistes. On voit bien qu'il n'y en a pas, parce que c'est sur des domaines qui sont énormes. Enfin, faut être un peu réaliste. Donc ensuite, il y a d'autres capacités. Par exemple, la justice. Si on voulait que la justice soit calédonienne, et qu'on fait quoi après la justice calédonienne ?
Ah, il vaut mieux pas. Au moins, on est d'accord. Ah, non. Donc, Bon. Donc, on voit bien qu'il y a des sujets où il n'est pas bon d'être souverain. Allez, on va enchaîner. Hein. On va Oui. enchaîner sur une question des internautes qui nous regardent. Hein. Faut se tenir, messieurs. Donc la question est la suivante. La rigidité du modèle économique calédonien sous perfusion financière de l'État n'est-elle pas due à une simple transposition d'un modèle économique d'un pays continental de 66 millions d'habitants? Point d'interrogation, question posée par un monsieur Wachetine. Ah non, je ne sais pas si c'est Charles, mais en tout cas, c'est la question qui est posée. Je répète la question peut-être. Alors, la rigidité du modèle économique calédonien sous perfusion financière de l'État n'est-elle pas due à une simple transposition d'un modèle économique d'un pays continental de 66 millions d'habitants? Point d'interrogation. En gros, est-ce qu'on ne fait pas ici ce qu'on fait sur des pays continentaux avec des millions d'habitants? Et est-ce que c'est vraiment adapté à notre population et à notre situation géographique, j'imagine? Non? Bon, bah, je passe à une prochaine question. Juste une réponse très, très rapide. C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'université. Pourquoi est-ce qu'on a une université? Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais je plaisante. C'est un peu. Non, mais je vais répondre. Hein. Ce genre de questions nous amène à dire, oui, ben on peut réduire cette contribution financière de l'État, c'est sûr. Supprimons l'université, supprimons ce qui est l'enseignement supérieur. Non, mais, donc, à un moment donné, ces questions... Non, mauvais exemple pour l'université. Non, mais je plaisante, bien sûr. Voilà, pour dire que je ne vois pas trop le genre de réponse que l'on peut apporter à ce genre de questions, me semble-t-il. En tout cas, à moins que je n'ai pas compris la question. Alors. Ok, on va revenir vers la salle alors. Oui, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Avant de prendre la parole, là, je voudrais m'abaisser devant nos aînés. Parce que voilà, pour ceux qui ont vu le soleil avant moi. Non, c'est pour rappeler la chose suivante, c'est qu'il ne faut pas oublier que le pays il est inscrit dans un dispositif transitoire. Ces accords-là sont des accords de décolonisation. Et je veux juste rappeler ici que s'il existe un référendum, c'est parce qu'il y a un peuple qui est colonisé. Moi, personnellement, je suis fidjien et je suis indépendantiste parce qu'il faut bien le rappeler. Même si l'indépendance, elle sera toujours kanak de par son initiative, elle sera plurielle dans son accomplissement. Et moi, j'aimerais juste prendre la parole pour contester les chiffres que M. Gomez il a donnés tout à l'heure. J'entends toujours à chaque fois que les Kanaks seront minoritaires au référendum, c'est faux. C'est complètement faux. Le peuple kanak, aujourd'hui, il est potentiellement majoritaire pour le référendum, puisque en novembre 2018, il sera en gros 90 000 personnes en âge de voter. Peut-être sur un corps électoral de 170 000 personnes. Et moi, je veux simplement nous dire qu'à un moment donné, on a parlé de l'indépendance comme une éventualité. Moi, je vais vous dire tout simplement, il faut qu'on s'attelle vraiment à travailler ensemble. Parce que moi, je peux vous dire que pour 2018, l'indépendance, qui était autrefois une éventualité, aujourd'hui peut devenir une forte probabilité. Et une autre chose que j'aimerais ajouter, et je l'ai dit hier, je vais réitérer mes propos ici. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant envers... j'ai entendu un jour M. Fabius dire que la France, elle a toujours fait trop peu et souvent trop tard. Pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, je suis convaincu que la France, elle a quand même fait des choses. Peut-être pas aussi parfaitement, mais elle a fait quand même des choses. Mais je veux quand même dire ici que je suis content d'avoir des experts. Mais il y a juste une chose. C'est que moi, je nous encourage à cultiver la vigilance. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas nous soumettre aveuglément à des expertises étrangères qui risquent d'être des nouvelles formes de colonisation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Vous avez une question peut-être, monsieur? Non, vous voulez poser une question éventuellement? D'accord, bah merci pour votre témoignage et votre commentaire. Oui, on va prendre une autre question alors. J'ai une question, j'entends voilà, depuis 30 ans, on parle de palabres, je m'appelle Warren, donc voilà, on parle de palabres, de temporalité, de discussion, de confession, de concession. Donc depuis 30 ans, on essaie de faire un travail de rééquilibrage. On parlait de calédonisation des postes, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas le cas. Donc,
je me demandais si c'était volontaire ou pas. Volontaire, parce qu'on parlait de, on va dire de palabre, mais aujourd'hui, on va peut-être accueillir un Premier ministre sans gouvernement. Donc, quelqu'un de l'État français qui va venir ici, peut-être sans gouvernement. Moi, la question que je me pose surtout, au-delà de l'avenir, enfin, surtout l'avenir et le présent actuel, c'est comment vous, les politiques, que ce soit indépendantistes ou loyalistes, comment allez-vous résorber les inégalités sociales qui sont criantes aujourd'hui, et aussi réduire la fracture qu'il y a entre vous et, on va dire, la société civile. Moi, je vous pose la question, comment vous allez réduire, qu'on soit indépendant ou pas indépendant? Comment allez-vous réduire les inégalités sociales aujourd'hui, qui sont criantes, et on voit tous les gens à l'extérieur? C'est assez violent et c'est une image qui est frappante pour nous. Voilà ma question. Ok, merci. Donc 2 questions, hein, du coup. Ok. Merci, monsieur, pour votre question. On va laisser la chaire répondre. Hein. Allez-y, tour à tour, pas de problème. Oui, sur les inégalités sociales. Moi, je vais prendre cette partie. Je pense qu'il y en a d'autres. Je pourrais prendre d'autres. Sur les inégalités sociales, c'est bien sûr pour notre pays un élément handicapant dans le cadre du peuple calédonien qui est en train de se construire. Tant que chaque Calédonien et chaque Calédonienne, indépendamment de son ethnie, indépendamment de sa zone géographique de résidence, n'aura pas les mêmes chances d'insertion dans notre société, de construire son projet de vie, le projet de vie pouvant être tout simplement aussi de rester à la tribu. Le projet de vie peut prendre différentes dimensions dans notre monde. On aura des difficultés à construire ce peuple calédonien. On a fait un certain nombre de choses ces 30 dernières années. J'ai toujours l'impression que quand on parle, on a l'impression que finalement, ces 30 dernières années, on est resté statique et que rien, nulle part, n'a progressé. Tout n'est pas parfait. Pour autant, des progrès considérables ont été accomplis. On dit qu'un pays civilisé, c'est un pays qui sait prendre en charge les plus fragiles au sein de son peuple. Les anciens, les enfants, les femmes, les handicapés. Et je crois que la Nouvelle-Calédonie, sur ce chemin-là, au cours des 15 dernières années, a accompli un parcours considérable, des dispositifs qui aujourd'hui permettent à ceux qui ont le moins de s'insérer dans la société ont été créés. Ils pèsent d'ailleurs sur les finances publiques ou les finances sociales. C'est aussi bien les allocations logement pour permettre à 8000 familles aujourd'hui dans notre pays de payer leur loyer. Ce n'était pas le cas il y a moins de 10 ans. Le minimum vieillesse et le minimum retraite. On parlait beaucoup des anciens, mais les anciens, ils crevaient dans leur coin avec 37 000 francs CFP en tout et pour tout qui leur étaient versés par les provinces. Aujourd'hui, les anciens dans notre pays, en fonction de leur situation, s'ils ont été déclarés ou pas à la CAFAT, ont un minimum vieillesse et un minimum retraite qui est aussi entre 85 000 et 140 000 francs CFP. Certes, ce n'est pas Byzance, mais c'est une prise en considération qui n'existait pas avant. Les allocations familiales de solidarité, je rappelle qu'avant, quand une famille, personne ne travaillait, à partir de ce moment-là, aucune allocation n'était versée aux enfants. Désormais, on a 17 000 enfants qui bénéficient des allocations familiales de solidarité. Et je pourrais citer beaucoup d'autres régimes, je pense notamment au régime handicap. 7 milliards aujourd'hui sont consacrés au régime handicap dans notre pays. 7 milliards de francs CFP qui bénéficient à 6 500 handicapés. Donc, ok, tout ça, c'est pas suffisant, c'est pas assez, il reste encore beaucoup d'inégalités. Mais il y a 20 ans de ça, la société calédonienne, elle avait à l'égard de ses plus fragiles un positionnement qui ne leur tendait pas la main. Aujourd'hui, cette main a commencé à être tendue et un certain nombre d'inégalités ont été réduites. Pour autant, on reste dans un pays où si le PIB par habitant est aujourd'hui supérieur à la moyenne du PIB de la France des régions, si cette donnée est une donnée objective, pour autant il est clair que ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui calcule les écarts entre les revenus d'une population sur un même territoire, cet indice-là nous ramène plutôt à la situation du Mexique ou du Bangladesh. C'est-à-dire qu'on a encore, malgré les efforts qui ont été accomplis, de grandes disparités entre Calédoniens. Il va nous falloir poursuivre le chemin vers une
plus grande reconnaissance des uns et des autres et une plus grande prise en considération des populations qui ne sont pas insérées. J'ai beaucoup de mal chaque fois, parce que je sais que ça revient régulièrement, qu'on puisse considérer qu'au total, la classe politique indépendantiste et non indépendantiste a été statique sur ces sujets-là. Le salaire minimum était à 78 000 en 1999. Il a doublé depuis 1999, c'est-à-dire en 18 ans. Le coût de la vie n'a pas doublé en 18 ans. Donc des efforts ont été effectués. Après, il faut que les efforts puissent aller aussi au rythme de la capacité contributive des Calédoniens, des entreprises et des salariés à les accepter, à les supporter. Autrement, à partir de ce moment-là, on entrave de manière puissante le développement économique, ce qui est contre-productif. Donc je crois que ce chemin a été engagé, il faudra qu'il soit poursuivi. Merci. Donc, je voudrais répondre d'abord. En fait, je voudrais répondre à 3 questions. La première, celle sur les inégalités sociales. La deuxième, sur qui n'était pas vraiment une question, mais une remarque de l'orateur précédent sur le fait que le chiffre et que 2018 allait permettre l'accession à la pleine souveraineté parce qu'il y avait plus de Kanaks que ce qu'on pensait. C'est ce que vous avez dit, si j'ai bien compris. Et la troisième, qui est la proximité, enfin la nécessité de plus de proximité entre la classe politique et la société civile, si je comprends bien. Sur la question des inégalités sociales, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui étaient indispensables. Mais il ne faut pas rentrer dans une société d'assistanat parce qu'il n'y en a aucune qui a réussi. La vraie clé pour que chacun trouve sa place et pour que les inégalités sociales soient réduites, c'est l'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi, c'est ça qui permet à chacun de trouver sa place dans la société et c'est ça qui permet de réduire les inégalités sociales. Et qui c'est qui crée l'emploi? Ce sont les entreprises. Et de quoi ont besoin les entreprises pour créer de l'emploi, pour investir, pour se développer? Elles ont besoin de confiance. Elles ont besoin de confiance et la confiance dans l'avenir, c'est avant tout la confiance dans l'avenir institutionnel. Et c'est vrai que les échéances qui arrivent sont de nature anxiogènes et donc forcément, elles encouragent les entreprises, elles n'encouragent pas les entreprises à embaucher ou à investir. Donc la première question qu'il faut qu'on règle, c'est celle-là. Et la deuxième, c'est la stabilité politique, fiscale et économique des textes qui sont en cours parce que, bien évidemment, des entreprises, eh bien, elles ne créent pas de l'emploi quand elles ne savent pas à quelle sauce elles vont aller manger. Ça, c'est la première chose. Je suis désolée, ce n'est pas forcément un discours de dire il faut créer des aides et des aides et des aides parce que je ne crois pas que la société calédonienne pourra se permettre de ne vivre que de cet assistanat-là. La deuxième chose, c'est concernant la question des équilibres ethniques, puisque c'est cela que vous avez évoqué. Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à sortir de là. Moi, je fais partie d'une génération qui a colonisé personne, mes parents ont colonisé personne, et on a aujourd'hui, dans la génération à laquelle vous appartenez, on est dans la même situation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on arrive à construire, c'est une société ensemble, et je crois vraiment que la France permet ça. La France permet que chacun ait sa place. Et je crois qu'il faut arrêter de mélanger la reconnaissance absolument indispensable de l'identité kanak. Je crois qu'il y a effectivement une place particulière à trouver. Il faut que chacun se retrouve dans l'espace qu'on doit créer, mais il ne faut pas mélanger l'identité kanak et l'indépendantisme, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ce n'est pas parce qu'on va faire sécession avec la France qu'il y aura une meilleure reconnaissance de l'identité kanak. Croire ça, c'est réellement à l'heure. Ensuite, la troisième question, c'était la question de la proximité entre la classe politique et la société calédonienne. Je crois que la première chose, c'est la transparence. C'est-à-dire que je crois qu'il y a réellement la nécessité d'arrêter de faire des accords en catimini et que les Calédoniens les découvrent après. Et je crois que le référendum permettra à chacun de s'exprimer clairement. Merci pour les réponses et merci à la salle pour l'attention. On va prendre. Alors, je voudrais qu'on prenne la question de Pierre Ngaïoni, qui a été vice-président du gouvernement il n'y a pas longtemps. Mais alors, où sont les micros là, les filles? Oui, allez-y. Vous vouliez pas poser une question? Bon, alors si on peut passer le micro à Pierre Ngaïoni, s'il vous plaît. Merci. Donc, je ne me présente plus. Qui vous êtes, monsieur? Donc, Pierre Ngaïoni, qui a été vice-président du gouvernement récemment. Allez-y. Donc, la question s'adresse donc aux membres de la plateforme. Est-ce que vous êtes sûr
est-ce que vous êtes sûr que nous pourrons réunir les conditions qui vont permettre que ce palabre-là, puisque il y a beaucoup, et on n'en est pas à la première de palabre. Les accords de Matignon, les accords de Nouméa, tout ça, c'est des palabres. Et c'est pour ça que je m'adresse vers vous, qui représentez les non-indépendantistes. Est-ce que vous êtes sûr que vous réunissez les conditions qui permettent à ce palabre-là de sortir sur un véritable accord? Je prends l'exemple. Dernièrement, nous avons eu les élections. Les législatives d'abord, puis sénatoriales. Qui est-ce qui est élu? Ce sont les non-indépendantistes. Où sont les indépendantistes? Dans ce système démocratique avec un grand D qui laisse les autres à l'écart. Ça, c'est sur le plan politique. Et quand je pose la question tout à l'heure sur ces conditions-là, ils ne le savent pas. Mais ils sont déjà politiquement. Est-ce que, économiquement, on peut faire... qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien beau, ces discours. Monsieur Yano, vous n'êtes pas l'État. Vous n'êtes pas l'État pour répondre à la place de l'État. Pourquoi voulez-vous répondre à la place de l'État? Non, par rapport à l'intervention tout à l'heure. Oui. Et nous, quand on parle de l'État, et c'est ça aussi le sens de l'intervention de M. Daniel Goua, c'est qu'au sortir de là, ce sera une bilatérale. Et nous, parce que c'est facile de dire l'État. Mais le jour où vous allez vous effacer un peu pour nous laisser, nous, les indépendants, parler avec l'État, justement, il y a vous. Justement, et nous, on ne vous exclut pas. On vous a pas exclu. On a parlé tout à l'heure un peu de, comment on appelle là, de 83. Naville-les-Roches. Et on continue. Les derniers comités signataires. Alors, dernière question. Et si demain, il n'y a pas de référendum? Ils sont encore là, les universités, les ministres, que je salue. Oui. Et si demain, il n'y a pas de référendum? Voilà, je termine. Merci pour votre question, Pierre Ngaïdi. Alors, monsieur Yado, vous arrêtez de répondre pour l'État. La parole est à la chaire. Oui, Pierre, merci. Et tu sais que j'étais très sensible aux mots que tu m'as adressés début janvier avec l'agenda que tu m'as offert dans mon bureau. Et dire là que si on réduit, j'ai demandé l'ouverture, je propose l'ouverture du Grand Palabre à l'Océanienne. Si on réduit cet exercice à indépendantiste ou non indépendantiste, on n'y arrivera jamais. Si j'ai évoqué le mot de Jean-Marie Tjibaou, qui propose de parler de cœur à cœur, de représentation du monde à représentation du monde, ce n'est pas un hasard. Et quand vous, les indépendantistes, allez être capables de parler avec votre cœur, à quel moment? Quand je fais ça, là, derrière, je ne parle pas à mon intelligence, je parle au cœur, au tripes. À quel moment vous allez être capable de vous mettre autour d'une table, parler avec votre cœur, d'homme à homme, d'océanien à océanien? C'est toute la question que nous avons à résoudre pour préparer novembre 2018. Si on en reste à de l'ingénierie institutionnelle, jamais on n'y arrivera. Nous sommes des hommes, Pierre. Nous sommes des hommes d'Océanie. C'est vrai qu'une partie de notre population sur cette terre n'a pas encore compris ou n'a pas encore complètement admis que la Nouvelle-Calédonie était une terre d'Océanie, inscrite dans un archipel mélanésien. Jamais on bougera de la Calédonie là où elle est.
Et lorsqu'on parle d'identité, tout à l'heure j'ai parlé d'identité commune, c'est cette identité qu'il faut construire, sans pour autant effacer celle des uns et des autres. Voilà. C'est ça qui est souhaitable. Et j'espère qu'au-delà des postures, j'espère qu'au-delà de ce que j'ai entendu hier, la semaine dernière au convoi de l'Union calédonienne, au-delà du cerveau, le cœur va parler un jour. Alors je sais bien que nous commençons à être des vieux, mais si nous avons réussi à faire ce qu'on a fait en 88, ce que nous avons réussi à faire en 98, nous n'avons rien caché à personne. Nous n'avons rien caché à personne. Rien. Il n'y a pas d'accord secret. Mais, à certains moments des échanges, Pierre, le cœur a parlé. Voilà, merci. Merci, monsieur le sénateur. Merci. On va revenir vers la salle, mais d'abord, je vais prendre une question des internautes qui nous regardent. On les salue et on les remercie de nous regarder. La question... Alors, je vais recadrer un petit peu le débat quand même, parce que là, on est dans un colloque sur l'avenir institutionnel. Et la question qu'on avait posée aux partis politiques, c'était quelle est votre vision de l'avenir? Comment vous changeriez les institutions selon vous? Il y a une question qui est la suivante, c'est est-ce que le fait de devenir un État associé avec transfert de certaines compétences lourdes, comme par exemple la défense, ne risquerait pas d'accroître la dépendance de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la France? Et c'est quelqu'un qui s'appelle Uri Cachon, qui salue par ailleurs Monsieur Bussereau. Il n'est pas là. Voilà, c'est un petit salut d'Internet. Donc, est-ce que le fait de devenir un État associé avec transfert de certaines compétences lourdes comme la défense ne risque pas d'accroître la dépendance de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la France? C'est à Jean-Jacques Urvoas de répondre à cette question, je pense. Ah, Monsieur Urvoas est désigné. Non? Une vision peut-être d'un parti politique ou Monsieur Bussereau éventuellement? Allez, je repose la question. Est-ce que le fait de devenir un État associé, éventuellement, avec transfert de certaines compétences lourdes comme la défense, ne risque pas, en fait, au contraire, d'accroître la dépendance de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la France? Ça aurait un effet inverse, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez venir à la chaire ou est-ce qu'on peut vous donner un micro? Merci, Monsieur Bussereau. Je réponds très rapidement, vu l'enthousiasme de mes collègues de moi pour répondre, et de Jean-Jacques Urvoas qui est en train de rêver à sa Bretagne. C'est évident, si vous voulez, c'est évident que, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en parlant des micro-États du Pacifique, mais on pourrait prendre d'autres exemples, que dans l'État associé, celui qui assure la défense et qui installe des bases, etc., il est dans une situation où l'autre devient dépendant. Hein, c'est-à-dire que l'interdépendance devient plus forte à ce moment-là que l'indépendance. Donc c'est très clair que et en plus dans le Pacifique, parce que regardez actuellement ce qui se passe. Regardez actuellement ce qui se passe autour de la Chine, du Vietnam, etc. On est dans des enjeux militaires extraordinairement importants. Donc il faut bien voir qu'un État associé lié à un grand État, il est dans l'interdépendance militaire de cet État. Donc ce n'est pas non plus un progrès. Alors que la Nouvelle-Calédonie actuellement, avec la France, je veux dire, les choses se jouent à égalité. Ceci étant, il y a un problème de moyens. Il est très clair. Comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus quel de nos interlocuteurs, je crois que c'était Philippe, on n'a pas les moyens pour l'instant de jouer notre rôle maritime. Et c'est pas qu'ici. C'est-à-dire que la France actuellement, la marine nationale est dans un état de baisse de capacité de ses bâtiments, de manque de bâtiments, qu'on n'est pas capable de jouer notre rôle. Donc c'est pas en allant chercher une solution qui éloignerait encore plus qu'on pourrait jouer notre rôle. Donc moi, je considère que l'État associé, celui qui s'associe à un grand État, certes, il a une forme d'indépendance, mais il devient le petit poussé. C'est la raison pour laquelle
je ne suis pas favorable aux formes d'association, en tout cas telles qu'elles existent dans le Pacifique et dans le reste du monde. Voilà, j'espère, M. le directeur de la communication qui ne m'écoute plus, parce que lui aussi, il rêve la fin de la conférence. Non. Voilà ce que je voulais répondre. Il faut organiser les questions. Hein, donc. Oui, M. Gomes. Oui, de manière plus large, pas spécifiquement sur une réponse à la question, mais de manière plus large sur la question de la souveraineté. La perception que moi j'ai au bout d'un certain nombre d'années de pratique politique et d'échanges avec le FLNKS, les leaders indépendantistes, et comme c'est des échanges qui ont lieu depuis 30 ans, c'est très stable. La représentation indépendantiste, au total, ce sont les mêmes personnes avec lesquelles on nourrit un dialogue. La souveraineté, c'est un dogme. La question, c'est pas qu'est-ce que je vais en faire au total. Moi, ce que je remarque, c'est que des compétences considérables ont, par exemple, été données aux provinces dans le cadre de leur capacité à nouer des relations avec les pays ou les provinces de la région, au Vanuatu ou ailleurs. Et qu'au total, les provinces, depuis qu'elles ont été créées, elles n'ont quasiment pas utilisé les pouvoirs qui leur ont été conférés. Quasiment pas. Alors qu'elles auraient pu avoir une appétence pour montrer cette souveraineté qui leur avait été donnée pour passer des conventions, des traités ou d'autres choses dans les domaines de leurs compétences, bien sûr, avec les collectivités de la région. Même chose dans les matières transférées. C'est frappant. Les matières transférées, au total, depuis les transferts automatiques de 2000 jusqu'au dernier que nous avons effectué, enseignement, circulation maritime et aérienne, sécurité civile et d'autres encore, au total, notre capacité à faire dans ces compétences transférées, elle n'est pas inexistante. On le voit par exemple pour le projet éducatif. Mais Jean-Jacques Urvoas disait la moitié des lois qui ont été adoptées sont des lois en matière fiscale. Et la matière fiscale, ce n'est pas une matière transférée, c'est une matière qu'on exerce depuis un siècle. Sauf que désormais, elle est exercée dans le cadre d'un vecteur législatif, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, la capacité à faire n'est pas véritablement au cœur de la demande de souveraineté. C'est la capacité à dire, si je veux, je peux faire. Si je veux, je peux faire parce que je suis souverain. Et en réalité, c'est pour ça que toutes les mécaniques institutionnelles et politiques, quelles qu'elles soient, aussi ingénieuses soient-elles, aussi intelligentes soient-elles, elles se heurtent à un moment donné à ça. C'est-à-dire la volonté d'une partie de la population, principalement la population autochtone, représentée par ses leaders au sein ou à l'extérieur d'ailleurs du FLNKS, de dire je veux être souverain parce que je veux avoir la capacité à faire. On a eu une illustration ultime de cette valeur de symbole de la souveraineté qui s'impose dans le débat politique et qui l'écrase au total, qui rend peut-être l'explication pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas là. C'est quand même extraordinaire. Les indépendantistes ne sont pas là à l'occasion de ce colloque. C'est l'histoire de la seconde de souveraineté. Finalement, donne-moi ma souveraineté une seconde. Voilà, tu me la restitues, hein, parce que tu me l'as prise en 1853, tu me l'as volée, cette souveraineté. Je ne t'ai pas donné mon consentement pour cette souveraineté. Tu as occupé mon pays, rends-moi ma souveraineté, redonne-la-moi une seconde, et je te la rends. Et je te la rends tout de suite, dans la seconde qui suit. Et on passera ainsi d'une souveraineté française subie à une souveraineté française consentie. On passera ainsi d'un territoire de la République à un État associé ou un territoire en libre association avec la France, peu importe les mots. Mais c'est pour dire à quel point la puissance du symbole est aujourd'hui écrasante dans le débat politique, parce que pour les raisons que j'ai indiquées, développées dans mon intervention et dans ma réponse à la précédente question, cette seconde de souveraineté aujourd'hui, même si elle est techniquement possible, et même si finalement, comme dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change, soit le peuple calédonien, dans sa diversité, n'en veut pas. Et tant qu'on n'aura pas réussi à avoir un peuple calédonien qui souhaite s'inscrire dans cette perspective-là, on en restera au stade où on en est aujourd'hui. Merci. On va prendre 2-3 questions encore. Alors, monsieur, allez-y. Là, bonjour. Bonjour. Eric Kaouchard. Je parle ici pour les Insoumis de Kanaky.
Je suis extrêmement intéressé. Une question, hein, oui, mais je veux d'abord expliquer. Vous avez demandé argumenter, donc je vais argumenter ma question. Donc d'abord j'argumente et ensuite je poserai ma question. Donc l'argument il est simple, c'est dire j'arrive ici et j'entends un discours qui est un discours stupéfiant sur la fin de l'histoire. Le référendum est bouclé, les institutions n'ont pas besoin d'être travaillées puisque Sonia Backès nous dit que c'est pas possible. Monsieur Frogier nous menace du chaos si jamais on avait ça. Philippe Gomez dit non, ça sera non, c'est affirmatif. Et j'ai pas compris l'oxymore de Gaëliano sur le fédéralisme de l'État jacobin. Ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que l'histoire est bouclée, voilà. Sauf que il y a un problème, c'est que les institutions, elles reposent normalement sur la confiance qu'on met dans les institutions et aussi dans ceux qui les ont faites, qui les ont amenées. On peut regretter à ce titre l'absence des indépendantistes ici aujourd'hui pour expliquer leur point de vue, parce que ça veut dire qu'effectivement, ils ne sont pas là au moment où le débat est important sur les institutions. Mais les institutions, pour qu'on puisse avoir confiance en elles, il faut qu'elles soient construites sur quelque chose de solide et sur une confiance relative au contexte dans lequel on donne cette confiance. Aujourd'hui, la question centrale qui est posée sur la difficulté qu'il y aurait à l'indépendance, c'est une question d'ordre économique. On n'aura pas les moyens. Mais il serait quand même intéressant de savoir quels sont les moyens de la Nouvelle-Calédonie, les moyens réels, pas ceux supposés, c'est-à-dire aussi bien ceux qui concernent l'économie parallèle qui n'est pas répertoriée, mais qui est quand même de l'économie réelle, puisque ce que vendent les gens en dehors des circuits marchands, dans les tribus et tout, ça a quand même une valeur d'échange en tout cas. Et puis surtout, il serait temps à un moment donné de se poser la question de savoir où est l'argent, parce qu'on ne peut pas dire que la production globale du pays, qui est quand même relativement intéressante, l'argent s'évapore. Il serait peut-être intéressant, justement, pour rétablir la confiance dans des institutions qui sont en création, de faire un audit global sur les transferts de fonds, que l'IEOM ouvre les livres de compte pour qu'on sache qui transfère quoi comme argent, et la masse financière gigantesque qui est investie dans des pays étrangers, sur la Gold Coast, mais aussi dans les banques du Vanuatu, il serait intéressant de savoir où est cet argent. Parce que c'est cet argent-là qui déterminera la capacité de mettre en place des institutions qui vont vivre ce pays. Alors, c'est quelle pas est la un question, discours. monsieur, Donc la question, elle est celle-là. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir avoir une transparence complète sur la comptabilité du pays, c'est-à-dire en regardant tout ce qui concerne l'évasion de capitaux, qui est organisée par ceux qui détiennent le pouvoir économique dans ce pays. Oui, bon, ça c'est du commentaire, donc c'est pas une question, mais allez-y. Ben non, la fin c'était un commentaire. Là, on est à l'université. Donc on va répondre à votre question, monsieur, il n'y a pas de souci. Alors, sur les comptes du pays... Galliano. Les comptables. Il y en a, il ne peut pas répondre. La fuite des capitaux, il sait tout ça. Alors, vas-y, raconte. On est un expert comptable dans la salle. Je suis d'accord sur Galliano. On est plusieurs. Donc en gros, c'est les moyens de l'indépendance. Si un jour on veut assumer l'indépendance. Bon. C'est la transparence. On reste dans le cadre du colloque universitaire. On explore les différentes pistes et Les transparences, je sais pas, elle existe la transparence totale. L'IOM donne les chiffres que vous voulez. L'association des banques de Nouvelle-Calédonie aussi le font. Donc je vois pas où il n'y a pas de transparence. Après, la question de la capacité contributive, oui, ben, l'impôt il est à 30%, l'impôt de distribution il est à 21%, donc c'est-à-dire qu'il est à plus de 50%. La tranche marginale de l'IRPP est à 40%. Voilà. Après, si c'est prendre l'argent des gens parce que vous faites des économies et vous voulez envoyer de l'argent où vous voulez d'ailleurs, parce qu'il vous appartient cet argent. Si c'est vous préempter cet argent, ça c'est un autre sujet, mais c'est pas le modèle de société que l'on veut. Après, pour les capitaux faramineux sur la Gold Coast, vous avez des informations que moi j'ai pas, donc vous pouvez nous les donner, parce que vous dites qu'il y a transparence, donc ça vous devez avoir des chiffres sur ces transferts au Vanuatu et sur la Gold Coast. Donc, ben, vous nous les donnerez tout à l'heure, à la fin du colloque, si vous voulez, vous me direz d'où ils viennent. Bon, en dehors de ces questions-là, j'ai pas très bien compris le sens de l'intervention, si ce n'est que de vouloir appliquer, puisque vous avez dit que vous étiez un insoumis, un schéma mélanchonien à la Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est, comme vous avez compris, ce qui n'est pas du tout. Et là, je pense que c'est ni le cas de Sonia, ni le cas de Philippe, ni le cas de Pierre, ni notre cas. On ne se reconnaît pas trop là-dedans, d'ailleurs. Hein. Oui, j'ai remis déjà.
Alors on va encore prendre 2-3 questions. On est toujours, je rappelle encore, je ramène sur le sujet. L'idée, c'est de réfléchir, d'interroger les différentes possibilités sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. L'affiche, le groupe de mots, le titre, c'est pas là pour rien. On est à l'université, on doute de tout, on se pose des questions et on apporte des réponses quand on peut. Oui, merci. Oui. Merci. Raphaël Mapou. Oui, bien sûr. Mais alors j'ai pris la parole hier parce qu'on a eu des beaux exposés sur tous les modèles, notamment à partir d'une approche juridique, sociologique, anthropologique et droit international, transfert de compétences, période de transition, etc. Moi, je suis intervenu hier pour dire, et je remercie les députés et les responsables politiques qui ont pris la parole ce matin, parce qu'effectivement, ce volet s'intègre bien dans la continuité de la discussion d'hier. Au moins, on a l'occasion de confronter avec vous un certain nombre d'idées qu'on a retenues de la discussion d'hier, des échanges d'hier. Donc, ce que je voulais simplement relever en préalable, c'est que Matignon, qu'est-ce que c'est que Matignon? Matignon, c'est le rééquilibrage. Le rééquilibrage, c'est pas encore la décolonisation, c'est la paix. Le rééquilibrage. Le rééquilibrage territorial avec la création des provinces. L'accord de Nouméa, ensuite, c'est plus que le rééquilibrage, c'est rééquilibrage et la décolonisation. Et l'élément important dans ces deux accords, c'est quand même la prise en compte des droits autochtones, des droits du peuple kanak. Les droits autochtones, on ne les connaissait pas encore. C'est-à-dire qu'on ne les revendiquait pas encore. On se contentait d'un mouvement nationaliste, c'est-à-dire de la revendication d'indépendance. C'est ce qu'on a vécu avec les événements de 84-88. À partir des années 90, le nationaliste kanak rencontre les droits autochtones. Et à travers les droits autochtones, c'est quoi? C'est la capacité à prendre en compte finalement des droits collectifs. Et on a cessé de le dire. Alors, je dis ça parce que je travaille au Sénat, certains le connaissent. C'est la capacité, l'accord de Nouméa, c'est la capacité à reconnaître, à travers la coutume, on reconnaît des droits collectifs. Et les coutumiers ont fait la part du boulot, j'ai envie de dire, en s'attachant à définir qu'est-ce que recouvre le droit coutumier, autrement dit les droits collectifs, qui ne s'opposent pas du tout aux droits individuels. D'ailleurs, les Kanaks le vivent très bien. Vivent leurs droits individuels, les droits de l'homme, avec les droits collectifs. Alors la difficulté, je crois, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, parce que la difficulté aujourd'hui, le Sénat pour qui je travaille, où je suis conseiller, pas sénateur, mais conseiller, on a attiré l'attention il y a un an en disant « Faites attention parce que le peuple kanak se considère déjà comme un peuple marginalisé ». En fait, on n'avait pas utilisé le terme marginalisé. Cette année, on est en train de dire « Attention, le peuple kanak se considère de plus en plus comme marginalisé ». Oui, il y a eu un développement gigantesque. Oui, le développement économique, les routes sont goudronnées jusqu'au fin fond des champs, dans beaucoup de communes. Mais la marginalisation a continué. Alors la marginalisation, ce n'est pas au niveau des individus. Si on veut supprimer les droits collectifs, eh bien, on ouvre cette discussion pour supprimer les droits collectifs. Mais si on ne supprime pas les droits collectifs, ça veut dire qu'il faut faire avec. Et le peuple kanak s'accroche à des droits collectifs qui ne sont pas en opposition aux droits individuels, aux droits de l'homme. Donc, si vous voulez, je résume, on a la souveraineté interne, ce qu'on peut appeler, qui a été évoqué hier, la souveraineté interne.
Moi, j'estime qu'on n'a pas suffisamment approfondi l'identité kanak. Si on avait mis en œuvre jusqu'au bout les lois du pays concernant l'identité kanak, cette capacité-là, on a adopté qu'une seule loi du pays. Et ne jetez pas la faute aux coutumiers, parce que le Sénat coutumier a fait son boulot. Le Sénat coutumier a fait son boulot en termes de force de proposition. Article 145, M. Gomez, un certain nombre de textes ont été proposés. Aucun groupe n'a repris ces textes à son compte. Le Sénat ne peut que proposer. Et donc, cette capacité-là n'a pas été retenue. Donc, on arrive au bout du compte avec des constats. Alors, quand vous vous mettez du côté des tribus et du côté kanak, ce que je m'efforce de le faire, eh bien, ce que je vis aussi, eh bien, on a tendance à dire on est un peuple marginalisé aujourd'hui, mais un peuple collectif, pas les citoyens kanaks. Les citoyens kanaks peuvent se considérer comme intégrés, mais le peuple collectif. Et donc la difficulté qu'on a, mais c'est, je veux dire, l'ONU y a répondu en disant on reconnaît, on définit ce que sont les droits autochtones. Alors, à l'allure où on va, il y a deux logiques possibles. Soit les Kanaks vont s'organiser d'une manière autonome. Et ils vont se dire, on va mettre en place des structures propres à nous. Et ils vont exiger de l'État calédonien ou de l'État tel qu'il est aujourd'hui, une reconnaissance spécifique, c'est-à-dire une constitutionnalisation de cet état de fait. Soit on dit on reste dans une logique du destin commun. Alors, le destin commun va se construire à partir de cette réalité-là. Soit on dit on reste dans une logique destin commun, mais citoyen. Alors, quand on dit citoyen, on réduit la dimension kanak. Donc, Pierre Frogine disait tout à l'heure, il faut parler d'homme à homme. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est comment parler d'homme à homme quand on a d'un côté une approche citoyenne au niveau des individus, qui se contente de cerner les individus, et de l'autre côté, une approche citoyenne qui parle d'une logique collective. Alors, quelle est la question, s'il vous plaît? Alors, moi, je fais le développement pour poser la question, pourquoi aujourd'hui, je prends un exemple, alors, il y a des exemples concrets. Pourquoi les lois du pays concernant l'identité kanak, pourquoi personne ne les prend en son compte? Pourquoi le gouvernement ne prend pas en son compte? Pourquoi on crée des polémiques inutiles avec un Sénat coutumier qui fait des propositions, hein? Pourquoi le président du Sénat coutumier prend des dispositions en ce qui concerne le fonctionnement interne de l'institution et le gouvernement, le président ne donne pas suite? Ce sont des questions concrètes qui minent la vie des autorités coutumières et donc qui ont des conséquences sur la perception qu'ont les citoyens kanaks de la réalité d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez qu'on dégage un peu les scories, eh bien, ça commencerait par là. Et on a un an pour le faire. Si on veut, je suis d'accord qu'il faut ouvrir la palabre. Je perçois très bien le principe. Je perçois très bien l'idée de dire qu'il faut faire une charte du patrimoine, une charte des valeurs. Mais je pense qu'il faut commencer par le début. On n'a pas fait... alors que, j'ai envie de dire, la question principale, c'est la souveraineté. Et donc, je pose la question, pourquoi on n'a pas fait tout ça? Et Michel Rocard a raison de dire qu'il faut cerner le nœud du conflit. Et l'expérience de toutes les décolonisations montre quoi? Montre que si on ne règle pas la question autochtone, eh bien, le pays en devenir, le pays qu'on construit, ou alors le pays qu'on décolonise, il restera toujours bloqué. Alors justement, je vous propose qu'on laisse répondre. Voilà, merci. En fait, si on reprend la question, c'est quelle est votre vision, si on revient dans le sujet du colloque, quelle est votre vision peut-être de la place des autorités coutumières dans le futur de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, si je résume bien, M. Mapou? Je ne vais pas débloquer le pays tout de suite, là. Ni la présidence du Sénat coutumier. Non, mais plusieurs observations en vrac sur le sujet important qu'a abordé Raphaël, parce qu'il agite le monde kanak, il agite le monde politique kanak aussi, pas que le monde coutumier kanak, le monde politique kanak, et par définition, il agite au bout du compte la société calédonienne.
Aujourd'hui, pour moi, parler de Kanak de manière unique, c'est ne pas appréhender au-delà de ce qui rassemble bien sûr le peuple autochtone, son statut, sa terre, son histoire, sa civilisation millénaire. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui dans notre pays l'évolution liée à 30 années. Cette évolution, elle s'est traduite par deux choses fondamentales. La première chose, c'est l'urbanisation Kanak, où on est passé d'un monde où 15% des Kanaks étaient urbanisés au moment de la signature des accords de Matignon, et aujourd'hui, on est à plus de 40% de la population kanak urbanisée. Et cette urbanisation kanak crée bien sûr un rapport au monde, non pas qui change, mais qui évolue. Parce que le kanak dans la ville, ce n'est pas le kanak dans la tribu. Et que bien évidemment, l'existence de l'individu est beaucoup plus forte dans l'espace urbain qu'elle ne l'est dans l'espace tribal. Et donc il y a un kanak en mutation pour celles et ceux qui sont aujourd'hui intégrés dans notre économie et qui habitent dans les villes, je dirais même d'ailleurs les villes du sud de la Nouvelle-Calédonie, mais également le pôle urbain qui commence à se construire sur Koné et qui accueille des Kanaks de tout le pays, des Kanaks des îles comme des Kanaks de la côte Est et des Kanaks du sud. Donc ça c'est le premier élément que je veux dire aujourd'hui, parler un Kanak, comme s'il y avait un modèle uniforme, parce qu'il y a une civilisation qui est la même, ça ne me semble pas prendre en compte la réalité véritable humaine de notre pays aujourd'hui. La deuxième chose que je veux indiquer, c'est que l'émergence du peuple calédonien est aujourd'hui freinée de manière puissante par le centre de gravité culturelle kanak. Le centre de gravité culturelle, il tient sur plusieurs choses, mais il tient notamment sur un statut civil, le statut civil coutumier, qui fait qu'il y a deux catégories de Calédoniens, deux catégories de citoyens dans notre pays, les Kanaks et les non-Kanaks. Et puis, ce centre de gravité culturelle qui tient aussi au régime des terres, les terres coutumières, des terres qui sont liées à l'histoire d'un clan, d'une tribu, d'une famille. Et donc ce centre de gravité culturelle puissant de la civilisation kanak, par le fait même qu'il est là où il est aujourd'hui, est une entrave à l'émergence d'un peuple calédonien. Et donc la question aujourd'hui, d'ailleurs Pierre Frogier en a parlé dans son intervention, elle était pertinente, et sur le statut civil, est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi, c'est un champ immense, mais à réfléchir sur une convergence entre Calédoniens indépendamment de notre ethnie sur un statut civil commun. Comment y parvenir? Quels équilibres trouver? Mais si on veut parler de peuple calédonien à un moment, on devra également affronter ces questions-là. Et puis enfin, dernière chose, la production du Sénat coutumier. C'est vrai que le Sénat coutumier a mené un certain nombre d'actions, réfléchi sur un certain nombre de sujets, fait un certain nombre de propositions. Moi, ce que je constate, c'est que dans le monde politique indépendantiste, elles n'ont pas été reprises. C'est-à-dire que les premiers représentants, entre guillemets, du peuple kanak, ou du moins qui se présentent comme tels, ont toujours répugné à reprendre tout ou partie des productions du Sénat coutumier. Ce qui traduit bien aussi la différence entre le monde politique et le monde coutumier, et au sein même du monde politique, la différence entre l'Union calédonienne et le Palika, où il est clair que le rapport à la coutume, le rapport aux institutions coutumières n'est pas analysé de la même manière, où d'un côté, parfois, on touille un peu tout, politique, coutume et d'autres choses, et par contre, d'un autre côté, on refuse de mélanger, chacun devant rester dans sa sphère. Donc, c'est une vraie problématique. Quelle place pour la civilisation autochtone, au sens coutumier du terme, dans notre pays, et comment l'intégrer dans cette société calédonienne plurielle qu'on essaye en même temps de constituer? C'est pas simple, mais c'est des vraies questions et des vrais sujets. Oui, Monsieur Yadot, vous voulez compléter? Je vais essayer, puisqu'on aura d'autres questions et que... Oui, d'ailleurs, on va bientôt terminer les échanges. Juste ce qu'on voit, c'est quand même ce qui est au terme de 30 ans d'accord, il y a un échec quand même que l'on peut constater. Il y a eu des tas de succès et de victoires, mais il y a quand même un échec relatif. C'est le discours de certains responsables indépendantistes qui n'ont de mots, alors je le conçois, mais que le mot kanak. C'est-à-dire que moi je vois des collègues indépendantistes, je leur dis, mais au Congrès, disent, mais est-ce que ce texte-là, il est fait pour les Kanaks? Est-ce que ce texte-là, il va s'appliquer aux Kanaks? Mais est-ce que moi, je suis en train de dire, est-ce que ce texte-là, il s'applique aux Caldoches? Moi qui suis descendant de 4e génération, si chacun dit, est-ce que ça s'applique aux Caldoches, et de l'autre à côté dit, ça s'applique aux Wallisiens, il
il faut créer cette citoyenneté calédonienne. C'était bien ça, le sens de cette citoyenneté calédonienne. C'est d'atténuer, pas d'effacer, pas d'écarter, pas de nier nos origines, mais de faire en sorte que ça soit quand même ce qui fonde la société calédonienne et ce vivre ensemble aussi. Merci. On va prendre une dernière question, hein, parce que là, il est déjà presque 13 heures. On va continuer les échanges après. Hein. De toute façon, la vie ne s'arrête pas ici. Oui, j'ai... Merci. On va prendre cette question. Hein. Donc, bonjour, Henri Calonne, donc je suis chef d'entreprise. Bonjour. J'aurais une question et un commentaire. Je vais commencer par la question, qui va rejoindre, je pense, pas mal de remarques qui ont été faites ce matin. On parle depuis quand même déjà un certain temps de référendum éclairé. Or, moi personnellement, je vais devoir voter dans 11 mois pour ou contre l'indépendance. À la limite, ça devient secondaire pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec le niveau d'information que je peux avoir ou autre, pas vraiment de modèle de société qui soit clairement défini dans un cas comme dans l'autre. Donc je ne comprends pas comment, alors qu'on a eu 20 ans, même 30 ans, pour travailler sur ces sujets profonds, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de choses qui ont été faites, il est clair. Mais néanmoins, à 11 mois d'un référendum, en fait, j'ai pas de modèle de société qui soit clairement défini dans un sens comme dans l'autre. De modèle politique, de modèle économique, qui me permettent de projeter, et je pense que tous les électeurs calédoniens se trouvent un peu dans cette situation-là, de manière à se projeter, de savoir effectivement demain quel sera l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et dans quelle situation on va se retrouver. Même si on sait au préalable qu'aujourd'hui, éventuellement, effectivement, la réponse sur ce référendum, si on peut éventuellement la connaître. Donc c'est la première question en fait pour moi, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, bon effectivement on parle de palabres, on parle de consensus, etc. On n'est pas déjà pu travailler là-dessus et comment ça se fait que les partis politiques et les personnes élues en place aujourd'hui ne travaillent pas d'une manière plus consensuelle, qu'elles soient indépendantistes ou non indépendantistes, pour aider dans un cas comme dans l'autre à définir un modèle de société. Donc ça c'est ma question. Mon commentaire c'est en tant que chef d'entreprise. Je souhaiterais que d'ici la fin de l'année, on ait un gouvernement dans ce pays, parce que je peux vous dire qu'économiquement, ça pose quand même beaucoup de problèmes, et je trouve que ça serait déjà un préalable à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Merci. D'accord, merci pour votre question. Alors, pour la question, s'il vous plaît, ça va être la dernière question que je vais prendre, parce que le temps s'écoule, il est presque 13 heures, on a passé plus d'une heure dans les échanges. Il y aura ensuite, bien sûr, après, les espaces de dialogue ne sont pas fermés, mais il y a un moment où il faut qu'on termine le colloque. Donc je vous laisse terminer sur cette question. La parole est à la chaire. Allez-y, Monsieur Gomes. Oui, la situation est pour un chef d'entreprise d'une entreprise importante en ce qui concerne le rapport au référendum, et je le vois bien dans les discussions que j'ai. À partir d'une certaine importance d'entreprise, la question, c'est moins celle de l'indépendance ou de pas l'indépendance que celle de la stabilité du pays et de la capacité à se projeter. Je sais que c'est un peu iconoclaste ce que je dis là, parce que ça sort des schémas habituellement répétés, réitérés de manière constante. Mais comme une multinationale, quand elle s'installe dans un pays, ce qu'elle souhaite, c'est sûr la stabilité institutionnelle et le maintien de l'ordre. Voilà, qu'elle puisse travailler correctement dans ce pays-là. Et en réalité, à un certain niveau, aujourd'hui, les chefs d'entreprise dans notre pays, qui d'ailleurs, quand on est chef d'entreprise en Nouvelle-Calédonie, à un certain niveau, on est aussi citoyen du monde. Et on développe ses courants d'affaires un petit peu partout dans la zone et le cas échéant ailleurs. Donc c'est comme ça que les choses se construisent. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, chez les indépendantistes comme chez les non-indépendantistes, dans une incapacité à se projeter collectivement. On se projette chacun dans notre couloir. Donc j'ai raconté ce matin un certain nombre de choses, Pierre Frogier aussi, même si on n'utilise pas les mêmes mots, l'esprit qui nous anime est à peu près équivalent. D'autres sont intervenus tout au long de la matinée, mais on est chacun dans notre couloir, et les indépendantistes aussi sont dans leur couloir. La thématique exprimée par le PALICA et celle exprimée par l'UC quant au modèle de société du lendemain du référendum, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui, même s'ils ont produit un document qui est censé rassembler leurs idées et indiquer leur tronc commun. Et en réalité, on est à 11 mois du référendum, chacun dans son couloir, avec une ligne d'arrivée qui est là. Comment on arrive, comme dans un 800 mètres, au bout de la dernière ligne droite, là, à se mettre en file pour essayer de construire ce modèle commun?
La proposition que j'ai faite, mais ça n'est que la mienne, c'est celle qui est dans mon couloir et dont j'espère qu'elle va traverser les couloirs pour devenir une proposition commune, chacun ayant vocation à apporter sa pierre, sa réflexion, sa proposition, sa part d'âme également. C'est qu'on essaye de bâtir ce patrimoine commun. Ce patrimoine commun politique, économique, social que j'ai indiqué, c'est quelque chose qu'on doit trouver en termes de projet de société au lendemain du référendum. Et c'est quelque chose qui nous rassemble. On ne va pas se rassembler pour l'indépendance et on ne va pas se rassembler contre l'indépendance. C'est terminé, la messe est dite. On avait 20 ans pour le cas échéant converger. Pour les raisons qui ont été indiquées, ça n'a pas été possible. Donc désormais, on doit affronter cet obstacle. Le patrimoine commun, c'est-à-dire la capacité à dire on a le lendemain un filet de sécurité pour que les Calédoniens, quel que soit ce qu'ils aient voté, comme l'a dit Pierre-Anne Gailloni, puissent dire bonjour et bonsoir, toi qui avais été pour et moi qui ai voté contre. C'est ça l'idée de ce projet de société pour le lendemain. Et même s'il ne répond pas totalement à ta question, à tes préoccupations, c'est en réalité la société calédonienne d'aujourd'hui qui est comme ça. Les représentants politiques du pays ne sont que les représentants des différents courants de pensée qui animent notre société et qui, le cas échéant, parfois se conjuguent et parfois s'opposent. Oui, si je peux. D'abord, je partage l'analyse d'Henri Calonne sur le fait qu'on n'a pas de visibilité aujourd'hui. Et c'est vrai que, malheureusement, on a enchaîné, je l'ai dit pendant mon intervention, on a enchaîné les échéances électorales avec chacune de nouveaux slogans. On a eu, du côté indépendantiste, Kanaki 2014, on a eu, tu l'as cité, le référendum éclairé, le 3e accord. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on va arriver au référendum et on n'a pas de visibilité. Donc je crois que c'est comme ça. Là, on n'a plus d'échéance électorale et pendant les 11 mois qui arrivent, on n'a plus d'échéance électorale personnelle. Donc je répète ce que j'ai dit à Paris et ce que j'ai dit ici. Il est urgent maintenant de rentrer dans le dur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de belles déclarations sur le fait qu'effectivement, il y a des choses qu'on partage et je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on partage. Mais il faut qu'on rentre maintenant dans les vraies questions de manière à ce que ce référendum, maintenant, il va avoir lieu, de manière à ce que le lendemain, eh bien, on soit en capacité rapidement de construire ce que sera la suite pour, et là c'est mon point de vue, éviter de se retrouver avec une incertitude qui va durer 5 ans de plus. Parce que si on y retourne encore au 2e et au 3e référendum, l'incertitude dont tu parles, elle va durer encore jusqu'en 2023. Et je crois qu'on a tous intérêt, là, à ce que l'incertitude, on en sorte le plus vite possible. Ce que je viens de dire là sur la sortie de l'accord de Nouméa vaut également pour le gouvernement. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, on a intérêt à se mettre autour de la table sur le gouvernement pour mettre en place une feuille de route de manière à ce que le gouvernement ne soit plus une zone de conflit. Bien, merci beaucoup. Écoutez, on va clore. Merci beaucoup pour les questions et pour le public. Merci, ça montre vraiment l'intérêt de ce sujet et la pertinence de ce colloque. Je vous demande juste quelques minutes d'attention parce que le président de l'université va dire un petit mot de clôture. Oui, un mot rapide pour remercier bien entendu tous les intervenants que nous avons eus hier et aujourd'hui, que ce soit les intervenants universitaires et académiques et les éclairages qu'ils nous ont apportés. Que ce soit les intervenants, bien sûr, des partis politiques qui se sont exprimés aujourd'hui longuement et qui ont joué donc évidemment le jeu des questions-réponses avec l'assistance. Je veux remercier bien sûr le public qui est venu nombreux hier et aujourd'hui. Remercier également ceux qui dans le public ont posé différentes questions, ce qui a permis que chacun puisse exprimer ses différentes sensibilités. Enfin, je remercie l'équipe de la communication de l'université et puis l'équipe technique et logistique qui n'a pas chômé ces 2 jours et les jours précédents. Ce colloque clôture notre cycle de colloques 2017. On a fait 8 colloques. On essaiera de poursuivre dès le début de l'année prochaine ou après quelques mois après la rentrée pour toujours jouer ce rôle de
de pont entre l'académique, les décideurs, la population et participer à la production de la connaissance, au rayonnement de la connaissance et donc au rayonnement de l'université, à travers elle également de la Nouvelle-Calédonie. Merci à tous, donc à l'année prochaine et bon week-end d'ici là.